Nous avons le très grand plaisir d'accueillir Romain Nattier de Lisièvre, donc, qui revient à plus d'un titre et c'est vraiment super. Et donc sur les changements de régime alimentaire des coccinelles avec de la phylogénie et de la datation de divergence. Ah oui, mais ça m'a beaucoup plu, ça. Bon, je ne dis plus rien. Je me ferme. Romain, à toi. Merci. Bonjour tout le monde. Merci tout d'abord à Agnès de m'avoir invité pour ce séminaire un peu particulier. Alors, déjà, ça me fait toujours plaisir de présenter les résultats de mes recherches, d'autant plus en tant que maître de conférence. Voilà. Et puis, bienvenue chez moi pour le premier séminaire de l'année que je fais avec vous. Alors aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler de phylogénie, de régime alimentaire chez les coccinelles. Et je profite d'un article que j'ai coécrit avec plusieurs collègues qui vient d'être accepté pour vous présenter ces premiers résultats. Alors tout d'abord, effectivement, on va parler de coccinelles. Alors les coccinelles, il y a à peu près 6000 espèces de coccinelles dans le monde. C'est un groupe qui, d'un point de vue écologique et morphologique, est très divers. Alors, on trouve des coccinelles dans beaucoup d'habitats. Moi, si je regarde par ma fenêtre ici, il y a des arbres et une petite prairie. On trouve beaucoup de coccinelles, pas en ce moment, mais au printemps et à l'été dans ces milieux-là. Mais on en trouve également, bien sûr, beaucoup dans les milieux tropicaux, même dans les steppes, voilà, dans beaucoup de milieux différents. Ils ont, en termes de régime alimentaire, une grande diversité. Ça, je ne vous divulgage pas le plaisir, on va en parler un petit peu plus tard. En termes de taille également, et bien sûr, des patrons de coloration qui sont très, très divers. Alors, les coccinelles sont bien connues par le grand public, ils sont présents de manière nombreuse dans les collections d'histoire naturelle, et voilà, sont des insectes sympathiques, connus par le grand public et bien appréciés par les enfants notamment. Alors, les coccinelles donc, sont des coléoptères. Les coléoptères forment à peu près 22% en termes de diversité du vivant, en termes de nombre d'espèces. Je vous propose ici un arbre phylogénétique daté des coléoptères, qui date de 2018, pour vous montrer donc d'une part la position phylogénétique du groupe dans lequel se trouvent les coccinelles. Alors, les coccinelles se trouvent dans une superfamille qu'on appelle les Coccinelloidea, qui comprend 12 familles, dont les coccinellidés, les coccinelles qui vont nous intéresser. Et il y a environ 10 500 espèces de Coccinelloidea. Donc vous voyez qu'au sein de cette superfamille, les coccinelles forment plus de la moitié de cette superfamille. Alors, les Coccinelloidea forment un groupe très divers, et il s'agit d'une superfamille d'un point de vue taxonomique qui est assez compliqué à étudier. Et la plupart des espèces ont des traits d'histoire de vie cryptiques. Elles vivent dans la matière en décomposition, dans des champignons, dans le bois mort. Je vous ai présenté ici 4 représentants de familles de Coccinelloidea. Donc ce sont des insectes généralement de couleur assez terne, très, très petits, et que l'on trouve de manière cachée en forêt notamment. Au sein de cette superfamille des Coccinelloidea, on retrouve donc les coccinelles. Et il y a eu plusieurs hypothèses qui ont permis d'expliquer leur succès évolutif. Donc, ça forme, je vous rappelle, plus de la moitié des espèces de cette superfamille. Alors, tout d'abord, quand on parle coccinelles, on pense tout de suite aux patrons de couleur. Alors, effectivement, les coccinelles possèdent des patrons de coloration très divers, qui peuvent être une des explications de leur succès évolutif. Un autre facteur qui a pu contribuer à leur succès évolutif, c'est la taille. Alors, je vous ai présenté ici une photo d'une coccinelle à 7 points sur votre doigt. Donc, vous imaginez un petit peu. Coccinelle à 7 points, c'est la coccinelle que tout le monde connaît le plus souvent, qui fait un petit peu en dessous d'1 centimètre. Mais également, il existe des espèces de coccinelles très, très, très petites. Je vous ai mis ici, pour exemple, sur cette photo-là, donc une coccinelle à côté d'une pièce de 2 centimes. Et donc, cette taille-là, cette grande différence de taille, pourrait être associée donc à leur succès évolutif. Elles possèdent également des défenses chimiques, notamment la production d'alcaloïdes. Alors, je vous encourage au printemps à prendre une coccinelle dans vos mains, à la tapoter légèrement, et vous allez voir qu'au travers de son corps va être exudé une espèce de petit liquide, alors qui déjà est orange, donc c'est un des traits d'aposématisme, un mécanisme de défense, et en plus, qui a une odeur particulière. Alors, j'appelle ça une odeur de coccinelle, vous ferez
l'expérience au printemps, effectivement, ça sent la coccinelle. Ce sont des alcaloïdes qui sont toxiques donc, pour les prédateurs. Dernier facteur qui a pu contribuer au succès évolutif des coccinelles, ce sont bien sûr les régimes alimentaires. Alors, l'ancêtre commun des coccinellina serait plutôt mycophage. Donc, on aurait un changement trophique depuis des taxons mycophages vers des taxons prédateurs. Et cette prédation aurait pu contribuer justement au succès évolutif des coccinelles. Alors, les coccinelles, il en existe, d'un point de vue régime alimentaire, il en existe des prédatrices, donc des zoophages, et qui peuvent consommer différents types de proies en fonction des groupes étudiés, que ce soit des cochenilles. Donc là, vous voyez sur, je ne sais pas si on voit on doit voir plutôt mon curseur a priori, Rhodelia cardialis, qui est une petite coccinelle qui est utilisée en lutte biologique en train de manger une cochenille. Et ici, donc la coccinelle à 7 points en train de dévorer un puceron. D'autres espèces sont phytophages. Alors ça, c'est un petit peu moins connu, effectivement. On a des espèces, notamment de la tribu des Epilachnini, qui se nourrissent de feuilles, comme les Epilachna ou les Subcoccinella, comme on peut retrouver en France également. Et d'autres espèces, comme les coccinelles, qui peuvent se nourrir de pollen, souvent en tant que nourriture alternative. Finalement, ce qui est aussi moins connu, il existe des espèces mycophages, donc qui se nourrissent de champignons, dont on pourra reparler par la suite. Et donc, en termes de lutte biologique, on a utilisé et introduit plusieurs espèces de coccinelles liées à leur caractère de prédateur. Notamment, je vous ai remis une photo ici donc de Rhodelia cardialis qui attaque une cochenille. Alors, quelle était l'influence de ces changements de régime alimentaire? Alors, une première étude de 2009 de Georgie et collaborateurs ont pu montrer, à l'échelle de toutes les coccinelles, des coccinellidés donc, que la condition ancestrale était la coccidophagie, donc la consommation de cochenilles, et qu'au sein des coccinelles, il existait au moins 3 transitions vers la phytophagie, donc vers la consommation de pucerons, et au moins une transition vers la phytophagie. La phytophagie, notamment au sein, alors ici on le voit très nettement, de la tribu des Epilachnini, qui sont phytophages ici en vert. Quelques années plus tard, plus récemment, en 2017, Escalona et collaborateurs ont reconstruit les préférences alimentaires de la tribu des Coccinellini, et c'est la tribu que l'on va étudier par la suite, que je vais présenter par la suite. Et dans cette étude, il a été montré que le caractère ancestral au sein des Coccinellini était la prédation sur les pucerons, et que la prédation vers les autres types de nourriture, que ce soit les hémiptères, les larves de coléoptères, les champignons, le pollen, mais également certains phytophages, étaient apparus au sein de cette tribu de manière indépendante, plusieurs fois de manière indépendante. Alors, néanmoins, pour préciser ces hypothèses, nous avons donc mené une étude incorporant un cadre temporel, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent, pour étudier donc, entre autres, la phylogénie et la divergence chez les Coccinellini. Alors, la tribu des Coccinellini comprend 90 genres et plus de 1000 espèces, donc 1/6 de la diversité totale des coccinelles. Et surtout, c'est une tribu assez iconique. Alors, on reconnaît au sein de cette tribu des espèces bien reconnaissables comme la coccinelle à 7 points ici. D'autres espèces sont introduites et ou étudiées dans le cadre de contrôle biologique, comme par exemple Hippodamia variegata ici, ou également la coccinelle à 2 points, dont on peut acheter des larves pour mettre dans son jardin. Et 2 espèces au sein de cette tribu ont été introduites et peuvent, dans certains cas, concurrencer les espèces natives, notamment la coccinelle asiatique ici. Donc pour réaliser cette étude, nous nous sommes basés sur 88 espèces de Coccinellini, qui comprend 34 genres, donc sur les 90 qui existent, donc un peu plus d'un tiers des genres sont représentés. Nous avons également ajouté 62 groupes externes, ce qui forme au total 150 espèces, dont 105 espèces de coccinelles.
Donc plusieurs gènes, à la fois nucléaires et mitochondriaux, ont été utilisés, et nous avons contraint les relations phylonétiques en utilisant un backbone, à partir d'une étude, celle de 2018, celle que je vous ai présentée au début. Et enfin, bien sûr, ajouter donc, des calibrations fossiles permettant donc de calibrer l'arbre phylogénétique. Alors, au niveau de la reconstitution des préférences alimentaires, de l'évolution de ces préférences alimentaires, nous avons choisi de catégoriser les préférences alimentaires des coccinelles en 9 catégories. Alors, tout d'abord, la consommation de pucerons, ici, dans une première catégorie. Dans la seconde, ce qu'on appelle une catégorie mixte, c'est-à-dire la consommation de pucerons et d'une autre source de nourriture, qui est souvent une source de nourriture alternative, notamment le pollen. Une troisième catégorie concernant les psyllidés, donc des hémiptères, des hétéroptères dans une cinquième, les cochenilles. Dans une cinquième, les coléoptères, les larves de coléoptères en particulier. Donc en septième ici, vous vous trompez, le mildiou. Alors, j'ai pas une photographie de mildiou, hein, une icône de mildiou. Les phytophages, et enfin, une dernière catégorie, inconnue. En effet, un des problèmes particuliers, c'est qu'il faut il était nécessaire de considérer uniquement ce qu'on appelle la nourriture essentielle des coccinelles, car dans la plupart des cas, elles peuvent se nourrir de nourriture alternative, soit parce qu'on leur force, entre guillemets, à choisir cette source de nourriture-là, alors c'est le cas des espèces utilisées en lutte biologique, ou alors elles peuvent se nourrir de pollen, notamment lorsque leur source de nourriture préférée n'est pas disponible. Donc il a fallu faire une grosse étude biblio afin de distinguer cette nourriture essentielle, c'est-à-dire la nourriture qui est utilisée pour le développement des larves ou lors de la période de reproduction, et non pas uniquement dans de la survie. Au niveau des résultats, alors tout d'abord, rapidement sur la partie plutôt phylogénie. Donc on a pu retrouver que les Coccinellini étaient groupe frère d'une tribu qu'on appelle les Chilocorini. Vous allez savoir son importance par rapport au régime alimentaire. Quasiment tous les genres de Coccinellini que l'on a utilisés dans l'étude sont retrouvés monophylétiques. Et nous avons 4 grandes clades, A, B, C et D, représentées par des couleurs différentes ici sur cette figure. Et ces résultats, et les résultats notamment au niveau des clades, sont cohérents avec les autres études. D'un point de vue tempo de diversification, et notamment le parallèle que l'on peut trouver avec la radiation de leur proie préférable, les pucerons. Alors, des études moléculaires, des datations moléculaires, ont pu montrer que la radiation de la principale famille de pucerons actuelle, les Aphididés, s'est déroulée notamment au moment du Crétacé, et à la fois le registre fossile et des études de datation moléculaire ont montré que les principales sous-familles de pucerons se sont diversifiées entre 50 et 90 millions d'années, ce qui correspond en fait également à la période de diversification de nos 4 principaux clades de Coccinellini. Donc, d'après ces résultats, on a pu montrer que la diversification des principales lignées des Coccinellini se déroule dans un cadre temporel similaire à celle de leur proie. Même s'il est difficile d'aller plus loin, mais voilà, on a une co-occurrence comme ceci de ces diversifications. Alors maintenant, je vais rentrer un peu plus en détail sur l'évolution du régime alimentaire, qui était l'objectif de ma présentation. Alors, ici, vous avez un arbre de reconstruction des états ancestraux des régimes alimentaires chez les Coccinellini, avec donc les catégories ici que nous avons définies en première partie. Alors, l'ancêtre commun des Coccinellini était donc associé à des pucerons, et ça révèle en fait une tendance à un certain conservatisme de type de nourriture au sein de l'ensemble des Coccinellini. Deuxièmement, donc, on a pu montrer que la diversification des Coccinellini s'est faite en parallèle avec celle de leur proie principale, donc les pucerons. Mais néanmoins, voilà, il est difficile de conclure que c'est vraiment la radiation
des pucerons et des aphididés en particulier, qui a pu montrer la diversification des coccinellini. Alors, quoi qu'il en soit, ce premier résultat montre un patron de diversification dynamique au sein du groupe, avec à la fois une expansion de type de régime alimentaire, c'est-à-dire qu'on part donc d'un insecte ancestral qui se nourrit de pucerons vers une grande diversité de régimes alimentaires ici, même si vous voyez bien de loin que très nettement que la couleur qui domine, c'est le bleu. Donc le bleu, c'est-à-dire soit puceron et une autre source de nourriture. Néanmoins, on a des transitions vers d'autres types de nourriture, notamment les nourritures non pucerons, que ce soit vers des hétéroptères ou des coléoptères, des phytophages et également donc des mycophages. Alors, troisième grand type de résultat, effectivement, on a plusieurs espèces qui ont des régimes alimentaires mixtes, c'est-à-dire des espèces aphidiphages, donc des espèces qui se nourrissent de pucerons, mais qui peuvent inclure d'autres types de nourriture, notamment des hémiptères, et qui sont capables d'utiliser cette source de nourriture pour son développement et sa reproduction. Donc on considère ce type de nourriture comme une nourriture, on va dire, essentielle pour leur développement. Alors ça c'est le cas, je ne vous ai pas remis ici où étaient ces espèces, que vous voyez, c'est parce que les espèces en bleu clair, on les retrouve quand même tout le long de la phylogénie. C'est le cas ici d'une espèce qu'on appelle Olavenigrum, qui est capable de se nourrir donc soit de pucerons, soit de psylles, ou cette espèce, donc Chelomenes lunata, qui peut également se nourrir de mealybugs, ce sont les cochenilles farineuses, en plus toujours de leur régime alimentaire de base de pucerons. Alors, d'autres espèces ont des régimes alimentaires qui vont au-delà des simples, entre guillemets, hémiptères. Alors, c'est le cas notamment d'espèces qu'on retrouve dans le clade A. Alors, le clade A, c'est le clade bleu ici. Je vous ai représenté quelques exemples, notamment une espèce phytophage au sein de ce clade, qui est Bullaea. Alors, il y a plusieurs espèces, là, je vous ai représenté qu'une seule espèce. Donc, il est capable de se nourrir de plantes. Une espèce ici, Coccinella hieroglyphica, que l'on peut trouver dans les landes, Coccinella hieroglyphica, qui peut se nourrir notamment de larves de chrysomèles. Et on retrouve dans ce clade A également une espèce mycophage, Tidaspis, donc Cedecim punctata, ici, qui se développe sur du milieu. Donc ce clade A est bien particulier, dans le sens où on retrouve bien sûr des espèces strictement aphidiphages, d'autres espèces qui peuvent se nourrir de nourriture alternative, mais également d'autres espèces qui se nourrissent de nourriture alternative autres que les hémiptères, donc des plantes, des champignons et également des larves d'autres coléoptères. Alors, ce clade A possède également des espèces qui sont hautement polyphages. C'est par exemple le cas d'une espèce qui s'appelle Solomigilla maculata, qui est capable donc, de se développer et également de se reproduire en utilisant comme source de nourriture les pucerons, le pollen et également les larves de coléoptères. Donc vous voyez cette espèce ici qui se nourrit de coléoptères et qui est également capable de se nourrir de pollen. Cette autre espèce, Chelomenesex maculata, est également capable de se nourrir d'acariens, de cochenilles et d'autres types d'hémiptères. Donc, ce clade A possède également des taxons qui sont hautement polyphages. Alors, d'autres espèces de coccinelles sont hautement spécialisées, bien qu'elles se nourrissent uniquement de pucerons. Donc là, je ne les ai pas détaillées dans la phylogénie. Donc, on a mis pucerons, c'était pucerons au sens large. Néanmoins, on a certaines espèces qui se nourrissent uniquement des pucerons que l'on retrouve sur les conifères, qui sont les adelgidés et les lacninés. C'est le cas de Sosvita oblongongutata, que l'on peut retrouver uniquement sur donc, les conifères, ou Anatis ocellata, que l'on trouve quasiment uniquement sur les conifères également. Alors, les adelgidés peuvent former ce qu'on appelle des galles en ananas. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur des pins, même de petite taille, on trouve une espèce de galles comme ça, donc qui sont formées par ces pucerons.
et qui sont en forme d'ananas. Donc ça, c'est caractéristique de la présence de ces pucerons-là. Et donc, on pourrait retrouver également ces types de coccinelles qu'on ne retrouve pas donc, sur les feuillus, donc qui sont vraiment strictement inféodés aux pucerons des conifères. Au sein des coccinelles, donc, on a également d'autres espèces mycophages, et notamment qui forment un groupe monophylétique. Ça, c'est intéressant. Je les ai mis ici en gras, ici. Donc, ces espèces qui sont codées donc, en n'importe quoi, en marron, pardon, mildiou. Donc, ils se nourrissent de mildiou, et donc ce sont des espèces qui sont mycophages, donc obligatoires. Et du point de vue morphologique, on note une différence d'un point de vue de la forme de leur mandibule. Alors ici, on a une larve de Pylbora venginti duo punctata qui se nourrit de mildiou. Et si on regarde en détail les mandibules de cette espèce, on se rend compte que donc, ici, à la microscopie optique, et ici en microscopie électronique, que ces mandibules possèdent toute une fine série de petites dents qui permettent de faciliter la prise de spores sur les ifs, et donc la consommation des spores et des ifs par ces coccinelles. Donc là, on peut observer des petits spores sur ces mandibules qui sont collectés par ces coccinelles-là. Alors, ces champignons, donc le mildiou en l'occurrence, est vraiment considéré comme une nourriture essentielle pour ces espèces. Il y a eu des expériences où on leur a offert toute une variété d'autres types d'arthropodes et ces espèces et ces larves en particulier meurent lorsqu'on offre une nourriture alternative. Donc elles sont strictement mycophages. Alors ce qui est intéressant, on l'a vu au début, c'est que l'ancêtre commun donc, des Coccinellidea serait plutôt mycophage, et donc que les coccinelles auraient évolué à partir d'un ancêtre mycophage vers de l'aphidophagie ou la coccidophagie, des prédateurs en tout cas des biptères, et qu'ici on aurait donc une acquisition secondaire relativement récente de la mycophagie au sein de ce clade-là. Alors, en conclusion, on a pu montrer qu'il existait de nombreux types de régimes alimentaires chez les coccinelles et que ces régimes alimentaires étaient vraiment distribués tout au long de la phylogénie. De plus, les analyses les analyses ASE ont permis de montrer qu'il y avait de manière indépendante plusieurs changements de régime alimentaire chez ces coccinelles-là, ce qui permet de montrer une évolution dynamique des préférences alimentaires au sein des coccinellini. Donc de plus, on a pu voir que l'ancêtre commun des Chilocorini des Coccinellini, alors les Chilocorini sont la tribu sœur des Coccinellini, donc cet ancêtre commun se nourrissait de cochenilles. De plus, on sait que se nourrir de pucerons est un peu particulier, car les espèces de pucerons sont abondants seulement dans une courte période de temps, et leur distribution spatiale est vraiment désorganisée. Donc ça montre que le comportement polyphage des coccinelles, notamment des Coccinellini, aurait pu évoluer en tant qu'une réponse aux contraintes imposées à la fois par l'aspect spatial et temporel des pucerons, et ne serait pas uniquement lié à un trait hérité d'un ancêtre commun. Donc c'est en fait se nourrir de pucerons aurait joué en tant que contrainte permettant d'expliquer la polyphagie des coccinelles. Alors, néanmoins, afin de préciser vraiment la diversification des coccinellini en relation avec leur régime alimentaire, il serait nécessaire, bien sûr, d'élargir l'échantillonnage, mais surtout d'étudier le régime alimentaire des différentes espèces, notamment le régime alimentaire essentiel, ce qui permettrait par la suite de tester vraiment si les pucerons seraient à l'origine même de la diversification de ce groupe. Alors, les informations précises sur le type de nourriture, notamment le type de nourriture essentielle, c'est-à-dire qui permet la reproduction et le développement, et pas seulement la survie, au sein des coccinelles. Donc, cette information est rare, est éparse. Alors, nous avons fait beaucoup de bibliographie, et souvent, elle est peu précise, peu documentée. On n'arrive pas vraiment à savoir si c'est une nourriture essentielle ou pas.
De plus, on sait que les adultes sont capables de changer comme ça de type de nourriture, notamment en cas d'absence de leur nourriture préférée. Donc elles peuvent se nourrir de nourriture alternative, notamment de pollen, alors que les larves, de par leur capacité de dispersion plus limitée, elles sont souvent restreintes à certaines espèces de pucerons. Et donc, il serait intéressant, afin de préciser ces données écologiques, d'établir des projets de métabarcoding de régime alimentaire, notamment chez les larves, ce qui permettrait donc de reprendre cette étude-là de manière plus précise et de voir si vraiment les pucerons sont à l'origine de la diversification chez les Coccinellini. Alors, il existe quelques publications relativement récentes, d'ailleurs ici en juillet 2020, de projets de métabarcoding chez les coccinelles, mais souvent ces études sont restreintes à seulement quelques espèces, les espèces les plus connues, et notamment chez les adultes. Donc il serait temps, afin de répondre de manière plus précise à ces questions écologiques dans un cadre évolutif, d'établir les préférences alimentaires chez les larves de Coccinellini. Voilà, donc je remercie les différentes personnes qui m'ont aidé à faire ces études, et notamment toutes ces personnes-là qui ont permis de récolter les spécimens dans le monde entier. Et voilà, et puis je vous remercie de votre attention. Je regarde, je ne sais pas combien j'ai fait d'ailleurs, 12 minutes, 13 minutes. Voilà, je suis dans les temps, c'est parfait. Et donc je suis bien sûr disponible pour les questions, traditionnelles questions. Moi, Merci beaucoup, Romain. Oui, merci. Si vous avez des questions, donc Martine. Moi, je peux commencer ou non, parce que je suis peut-être pas la plus amenée. Bah, s'il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre aurait des questions. Bon, je lance alors. Je lance le débat. Merci beaucoup. J'ai appris plein de choses. Je suis vraiment totalement nulle en entomologie, vraiment. C'est affreux. Moi aussi, t'inquiète pas. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment terriblement intéressée, c'est justement ce côté lutte biologique, évidemment, des coccinelles. Et même dans les chambres de culture, on a utilisé des coccinelles pour lutter contre les pucerons qui venaient, on ne sait pas d'où. Bon. Alors, je me suis demandé, bon, alors je vois, tu dis, tu as plein de gens qui t'ont aidé à récolter des échantillons, mais justement, toi, tu as regardé la diversité alimentaire, et dans la diversité géographique, est-ce qu'il y a un recouvrement, il n'y a pas de recouvrement, il y a une même espèce dans des endroits différents, comment elle se comporte, est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce qu'il y a... Peut-être que tu as dit et que ça m'a échappé, hein, je m'excuse. Alors, du point de vue échantillonnage, je n'ai pas précisé, mais l'échantillonnage est vraiment représentatif et comprend des espèces réparties dans le monde entier, donc dans tous les grands. Oui. Voilà, premièrement. Deuxièmement, on ne note pas dans la biblio des changements de type de régime alimentaire en fonction des endroits où on peut trouver les coccinelles, en dehors du cas des espèces dites invasives. Bien sûr, quand une espèce est introduite de manière artificielle dans un autre milieu, que ce soit d'un point de vue lutte biologique, ou alors lutte biologique a mal tourné, comme l'exemple de la coccinelle asiatique, ces espèces-là sont capables, en fait, de se nourrir d'autres types de nourriture, mais souvent, ce sont de toute façon des espèces qui, généralement, étaient hautement polyphages, comme la coccinelle asiatique, et justement, on les a introduits dans des processus de lutte biologique, parce que c'était des espèces qui sont capables de se nourrir et de switcher comme ça entre beaucoup d'espèces. Donc on n'observe pas vraiment de restrictions géographiques liées à un certain type de régime alimentaire. En France, par exemple, on trouve tous les types de régimes alimentaires, et même plus qu'en France, on va dans le jardin écologique du muséum et on trouve aussi bien des mycophages que des phytophages, que des aphidiphages. Alors on a même trouvé une espèce inféodée à des pins avec les étudiants au début de l'année. Voilà, donc on trouve un petit peu tout, même dans un petit milieu. Donc, ce n'est pas restreint à des zones géographiques précises. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, j'en ai une éventuellement. J'ai juste une petite précision, si possible. Déjà, merci, c'était super intéressant. Et j'aurais juste voulu savoir si vous pouviez préciser un peu
le basculement possible de régime alimentaire entre le stade larvaire et le stade imago. Alors en fait, ce qui est juste, c'est un côté opportuniste. Disons que les stades larvaires ont des capacités de dispersion beaucoup plus faibles. C'est pour ça que d'ailleurs, quand les gens me recommandent éventuellement d'acheter ou de se procurer des coccinelles pour leurs pucerons et jardin, je leur demande bien sûr de plutôt utiliser des larves qui vont moins se disperser, donc vont se nourrir des pucerons qui sont à leur proximité. Et donc de fait, elles ont des types de régime alimentaire beaucoup plus stricts que les adultes qui sont capables de se disperser et en cas dans des cas où leur proie manque, sont capables d'utiliser des types de nourriture alternatives. Alors, la plupart des espèces de coccinelles passent l'hiver à l'état d'adulte, ce qui leur permet au printemps d'être très réactifs lorsque les premiers pucerons vont se développer. Et donc, à l'automne, lorsqu'il y a moins ou peu ou plus de pucerons, souvent on peut les retrouver dans les fleurs, notamment dans le lierre, et elles peuvent se nourrir de pollen. Voilà. Donc, souvent, le type de nourriture alternative des adultes est lié, leur permet de pallier à l'absence de leur nourriture favorite, par exemple les pucerons dans la plupart des cas. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, pour l'étude que vous avez fait là, les régimes alimentaires que vous avez utilisés, c'est surtout ceux des adultes ou ceux des larves, dans le cas où il y a eu un décalage de régime alimentaire? Alors ça, c'est justement, c'est intéressant, c'est assez compliqué. Enfin non, je ne dis pas que c'est assez compliqué, c'était assez compliqué pour nous. Disons que toutes les autres études se sont pas trop posées la question, est-ce que c'est essentiel ou pas? Et souvent, c'était rarement référencé. Donc nous, ce qu'on a fait, on a repris la biblio, pas toute la biblio, parce que c'était assez long, ça peut être l'occasion de faire un futur projet là-dessus. Et on a essayé au maximum de distinguer une nourriture essentielle ou non, sachant que dans la plupart des cas, c'était pas clair ou c'était pas explicite. Donc ça, on n'a pas pris en compte ces études-là. On a surtout pris en compte les études qui parlaient de la reproduction des coccinelles, soit les études qui sont faites en laboratoire. Il y a beaucoup d'études qui sont faites en laboratoire où on a élevé des coccinelles sur différents types de nourriture. Donc ça, c'est assez facile de voir si c'est une source de nourriture essentielle ou pas. Ou alors, juste les études avec des observations de terrain sur la nourriture des larves et dans certains cas, la nourriture des adultes. Donc c'est ce que je dis à la fin, c'est qu'en fait, en faisant ces recherches biblio, on s'est rendu compte qu'il manque beaucoup de données sur l'écologie des espèces, des données précises qui permettent de différencier est-ce que ce sont des proies essentielles ou non, d'où ma proposition de faire des projets de métabarconique sur les larves par la suite. D'accord, merci beaucoup. D'autres questions? Moi, justement, c'est possible de faire un training des coccinelles pour leur faire changer d'alimentation, de trucs comme ça. Vous avez essayé des manips comme ça? Alors, moi, j'ai pas essayé. Alors, je travaille beaucoup avec une collègue qui est prof à Toulouse et qui travaille plutôt dans le premier écologie et qui avait des élevages de coccinelles. Le problème, c'est que si tu prends une espèce qui de base était polyphage, elle va se nourrir de tout. Et si tu prends une espèce qui est que mycophage, comme je l'ai montré là, il faudra refaire l'expérience. Bon, c'est pour faire crever des coccinelles juste pour montrer qu'elles ne se nourrissent pas d'autre chose, c'est pas plus intéressant. Mais non, effectivement, j'ai pas fait ce type d'exemple. Alors, je pense pas qu'on puisse entraîner ça. Je suis pas sûr que ça soit sélectionné et transmis à la descendance. Donc, du coup, voilà. Et par exemple, en essayant de faire il y a des gens qui ont essayé de faire des modifications des populations bactériennes des intestins, là, des Wolbachia. Ils ont des Wolbachia. Alors, non, alors pas à ma connaissance. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont des Wolbachia comme tout le monde? Alors, oui, c'est ça. Alors, ils ont des Wolbachia comme tout le monde, je ne sais pas, mais ils en ont. Non, mais tout le monde, je veux dire. Les insectes que je connais, ils ont des Wolbachia. Voilà, c'est ça, comme beaucoup. Mais non, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui ont visé, en tout cas, à modifier cela en des vues de production ou autre, quoi. Par exemple, de contrôle biologique. Non. Oui, exactement. C'est parce qu'en fait, je vois que ça contrôle le mildiou. C'est quand même, vu la quantité de traitements phytosanitaires qui sont faits sur les pommes de terre et compagnie, je me dis, bon, c'est pas mal si c'est… alors, mais les psylles, les cochenilles également, c'est le cas de beaucoup de choses, quoi. Donc c'est pour ça qu'elles sont utilisées beaucoup en lutte biologique, de toute façon, quoi. J'ai une question, moi, pour les projets de métabarcoding. Donc, les larves, elles se nourrissent que de nourriture essentielle ou sinon, comment est-ce que tu différencies ce qui est essentiel et pas essentiel dans les séquences que tu récupères?
Enfin, quelles sont les parties? Parce que le quantitatif en métabarcoding, c'est pas... Alors, je m'intéresserai, si je fais ça, je m'intéresserai que au qualitatif. Effectivement, c'est un peu plus compliqué, en prenant comme hypothèse de départ que les larves, par leur dispersion plus faible, se nourrissent uniquement des proies à leur proximité, et on peut le considérer comme essentiel. Alors effectivement, ce qu'il faudrait faire, c'est le faire en élevage, et voir ensuite, par la suite, tester vraiment si elles sont capables de faire un cycle complet à partir d'un seul type de larve. Alors là, ça nécessite tout de suite des choses un peu plus compliquées, mais on peut déjà avancer en utilisant les larves et leur type de nourriture essentielle. Et après, on peut très bien, dans le même milieu, récolter les larves, les adultes, faire des études métabarcoding, et par différence, considérer que ce dont se nourrissent les adultes et pas les larves, etc., c'est considéré comme une autre source de nourriture, et aussi en fonction de la période de l'année. Et souvent, en fait, les coccinelles vont pondre sur un type de plante où là, il y a les pucerons dont peuvent se nourrir les larves se nourrissent, ensuite elles se dispersent, etc., etc. Donc le choix de ponte de la part des adultes est lui-même considéré, de par son environnement de pucerons, comme un type de nourriture essentielle. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? N'hésitez pas, hein. Bon. Bon, ben, super. Merci beaucoup.